Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en pays de l'Uruguay. Nous sommes avec les collègues Gilets jaunes de Belgique. Bienvenue à Paris et vous êtes la résistance. C'est à vous les amis, retour du terrain. Qu'est-ce qui se passe en Belgique sur le terrain? Ouais, il se passe plein de trucs, ça n'arrête pas en fait, hein. Depuis 4 ans, on n'arrête pas, c'est comme ici quoi. Déjà on garde la touch quoi. Cette affaire de Gilets jaunes est partie spontanément, c'était un fait révolutionnaire, il ne faut pas se tromper. Et puis comme le coup pour l'instant n'a pas marché sur le coup, donc on est dans du moyen terme ou du long terme. Et donc déjà le fait d'alimenter le feu est toujours là. Eh bien on fait des ronds-points constamment. Les ronds-points n'arrêtent pas et donc cette touch est toujours là. On médiatise, toute la Belgique sait qui on est. Ce qui est très important à dire, je le dis à nos amis français, les ronds-points, il ne faut pas croire que ça ne sert à rien. C'est juste hallucinant le retour qu'on a positif. Les gens par milliers nous acclament, nous applaudissent, vraiment sont incroyablement admiratifs. Et ça, c'est pas usurpé, ça tombe pas de nulle part. Ils savent très bien qui on est, ils n'ont pas besoin d'une carte d'identité. Donc cette touch, elle permet de nous dire qu'on est dans le bon. La population nous aime, pour le dire vite, et c'est pas usurpé. Donc comme on est dans des dynamiques et cherchons à trouver une nouvelle forme de démocratie, je le dis vite, ce mot-là a du plomb dans l'aile aussi, mais enfin soit, eh bien on doit trouver d'autres manières que le vote ou les systèmes d'antan qui ne marchent plus. Eh bien donc cette manière populaire sur le terrain de constater, c'est un constat, que l'immense majorité de la population nous apprécie, nous aime et nous admire et nous pousse, eh bien démocratiquement parlant c'est très important. On émaille ça d'action. Là on n'a pas trop le temps. Vous savez quoi? Contactez-nous. Eh bien, vous serez au courant, on a fait des actions sur toutes sortes de choses. On n'arrête pas. Alors là, il y a un problème, c'est que, et je vais très vite, les actions sont chaque fois des actions pour un fait. Or, on a bien compris qu'on ne va pas perdre des vies entières à chaque fois lutter contre un fait qui est la résultante du fait qu'on n'est pas en démocratie. Donc nous, maintenant, les Gilets jaunes, ou alors j'ai rien compris, il faut me le dire, on attaque la bête, on attaque la cause des causes, on attaque le pouvoir. Alors, et je termine par ça. Au début, les Gilets jaunes sont sortis parce que le gasoil était trop cher. Après, très vite, on s'est tous vus au rond-point et on a vu en causant qu'en fait, c'était plus une question économique, c'était une question démocratique. On n'est pas en démocratie, on n'a rien à dire. Tu décides pas de ta vie, tu décides pas de ton salaire, tu décides pas de l'âge de ta pension, tu décides pas de si on construit un pont là ou là. C'est quoi cette démocratie où on décide rien? Donc c'est pas une démocratie. Et là, il y en a eu marre. Alors on a demandé le référendum. Mais même le référendum, on n'en a plus rien à foutre. On n'a plus à demander au pouvoir de bien tenir compte de nos doléances. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est la démocratie directe. Et la démocratie directe, on va aller la chercher. De quelle manière? En faisant la constitution de la démocratie directe qui n'existe pas pour l'instant, ce serait pas inintéressant de l'avoir. Et on va faire ce boulot. On n'est pas plus con que les notaires. Et deuxièmement, on va aller devant l'Élysée. Parce que la chanson, qu'est-ce qu'elle disait? Emmanuel Macron, ô tête de con, on vient te chercher chez toi. Et c'est où chez toi? Est-ce que c'est au McDo des Champs-Élysées ou de la place d'Italie? Absolument pas. Chez toi, c'est l'Élysée. Mais on n'est pas des Trumpistes. Ou c'est chez Rothschild. Par exemple. Mais on ne fait pas la prise du Capitole. On n'est pas des Trumpistes. Et on n'aura pas les mêmes conclusions. On va aller pacifiquement devant l'Élysée à 300 000 comme un peuple pacifiste et qui va juste être là, présent. Et le but, c'est quoi? C'est que de lui-même, eh bien, Macron, comme un vulgaire dictateur africain, prenne l'écho et se casse. Et c'est Macron et son monde. Donc il est hors de question de remplacer Macron par Sarkozy ou par Hollande ou par qui tu veux. On continue. Alors moi je vais faire un appel à la police de France, au CRS, et tout de faire une seule grève, c'est la grève de l'oreillette. Parce que s'ils font grève de l'oreillette, ils ne recevront plus les messages de leurs chefs qu'ils ne connaissent même pas et qui disent de charger, de matraquer la population. Et donc ils sont quelque part responsables de ce qui se passe dans les rues, mais ils ne sont qu'aux ordres et donc il faudra un petit peu plus de jugement. J'invite à tous les policiers CRS de rejoindre le mouvement de police pour la vérité qui se lance partout en Europe et qui se lance aussi en Belgique. Plusieurs commissaires de Bruxelles sont dans Police pour la vérité. Il commence à y avoir des gendarmes et des policiers aussi en France, en Espagne, en Italie. Enfin, c'est vraiment international. Donc ça, Alors pour les actions qu'on fait de temps en temps, donc on fait un rond-point tous les mois, une fois par mois, le premier samedi du mois, on fait un rond-point dans chaque fois dans une ville différente. On ne déclare jamais. On prévient la police qu'on sera là, mais on ne la déclare pas. Et ils peuvent nous interdire, on y sera quand même, puisque le droit de manifester est un droit légitime. Et donc, on va un peu partout et les gens, ils nous aiment bien. Franchement, les gens klaxonnent, nous aiment bien. Même la police nous aime bien. Honnêtement, on est très bien vus, on discute avec eux. Parce que maintenant, la police commence à se rendre compte qu'ils vont aussi payer le gaz et l'électricité beaucoup plus cher et qu'ils n'ont pas de passe-droit et que leur famille commence aussi un petit peu à être en galère.
Ça, c'est une première chose. Alors, on fait des actions coup de poing. Donc, on s'est rendu à Bruxelles dans un café où il était interdit de payer en cash. On devait payer que par carte. Et donc, on est allé à une trentaine de gilets jaunes dans le café, sans gilet, bien sûr. Hein. On est rentré, on a tous consommé. Et puis, au moment de l'addition, ben, on a tous payé en cash. On a payé en cash. Le gars était pas content du tout. Et donc, il a appelé la police en disant que ben, on n'avait pas payé. Et quand la police est arrivée, ben, on avait déjà tous payé. Donc la police a demandé qui n'avait pas payé. Et lui, ben, il était un peu coincé puisqu'on avait tous payé. Mais beaucoup de policiers. Hein. Il y avait 30 gilets jaunes et il y avait au moins 15 policiers. Quoi, hein. Donc il y avait vraiment un grand renfort. Et Barreau Jaune a expliqué aux policiers, au chef de la police de peloton qui était là, notre action. Et on a eu la plus belle réponse du monde, je pense. C'est le policier a dit, si j'étais pas en uniforme, j'aurais fait l'action avec vous. Véridique. Donc ça c'est quand même quelque chose que le chef de corps qui a dit ça. On est ici aussi parce qu'on a un gilet jaune de Belgique qui est en prison ici à Paris. Enfin, il n'est pas en prison, il est au centre de rétention. Et donc je préviens monsieur le préfet de police de Paris que s'il n'est pas libéré dans les 24 heures, nous allons porter plainte contre lui puisqu'il n'y a aucune accusation contre ce monsieur et que à ce qui paraît, nous sommes dans l'Europe et que la France a signé les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes. Et donc ce monsieur met arbitrairement, sans aucun reproche à cette personne, une personne en centre de détention. Et là, c'est normalement fait pour les gens qui sont hors Europe, pour les expulser. Et ils ont 3 mois pour les expulser. Et ben nous, on ne veut pas que ce Belge il reste 3 mois là, à attendre que le bon vouloir du préfet de Paris. Et donc je fais un appel à ce monsieur que s'il n'est pas libéré dans les 24 heures, nous allons porter plainte au niveau international, au niveau européen. Ça, c'est une affaire. Parce que c'est une manière détournée de provoquer une garde à vue interminable de 3 mois. Ouais. Déjà que 24 heures c'est long, 48 heures c'est trop, mais alors 3 mois, vous voyez, donc c'est hors de question. On est des Belges, on ne le laissera pas tomber. Et s'il faut un souci diplomatique et consulaire pour ça, allez-y messieurs, gardez-le. Alors on fait beaucoup d'actions, hein, quelquefois individuelles, quelquefois collectives. Et donc ici, jeudi, je me suis rendu à l'RTBF, qui est la première télévision belge francophone, et pour une formation sur les fake news et les fact-checkers. Et donc là, j'ai appris que les citoyens seront amenés à vérifier l'info que par les fake news et les fact-checkers. Et quand j'ai demandé mais qui contrôle la véracité des fake news, enfin des sociétés qui font ça, ils m'ont dit c'est le CSA, donc la commission de l'audiovisuel, et l'AJP, le syndicat des journalistes. Donc ils sont tous corrompus. Et donc c'est les corrompus qui vont vérifier si l'information est bonne. Donc, toi, tu as réussi à les infiltrer en fait dans leur formation. Je suis allé dans les locaux toute une journée. Je peux te dire qu'ils sont venus à plusieurs reprises me voir pour dire que je ne pouvais pas publier, que je ne pouvais pas faire de photos, que c'était un lieu privé. Et ils étaient vraiment mal à l'aise. Vraiment. Alors j'ai posé plein de questions, bien sûr. J'ai demandé c'est quoi un complotiste? Alors on m'a répondu c'est des gens qui font peur aux autres. Alors je dis moi, ce qui me fait peur depuis quelques années, c'est la presse et c'est le politique. Les gens ne m'ont jamais fait peur. Voir la banque, hein. Tu vois. Et donc ça c'était assez rigolo, quoi. Ou alors quand je demandais qu'est-ce que c'était un complotiste, un complot. C'est pas le sujet du jour. Nous aujourd'hui, ils savaient jamais répondre, quoi. Mais c'était fait pour que les jeunes n'aillent plus sur les vidéos, n'aillent pas sur TikTok. Alors, ils étaient en colère contre TikTok, mais TikTok c'est un des seuls supports qui n'ont pas le contrôle dessus. Donc ils sont en colère là-dessus. Et donc ils veulent supprimer TikTok en Europe parce qu'ils n'ont pas le contrôle. J'ai 2 questions, merci de tous ces retours. Quel est votre lien et vos niveaux de coordination avec tous les collègues transfrontaliers, Lille, Roubaix, toute cette zone-là, comment ça se passe? Alors, ouais, évidemment, la réponse est dans la question. Tu imagines bien que ce mouvement est humain et donc, par définition, internationaliste. Ok, il a une touch française à son origine, mais c'est évidemment, ça a vocation à toucher tout papa sur terre, qu'il soit de Hong Kong, du Togo, de France ou de Belgique. Ou voilà. Donc, ceci étant dit, on a de très bonnes relations avec les camarades allemands. Il y a une union Allemagne-Belgique. On est souvent à Aix-la-Chapelle, il y a un rond-point là, on travaille là. On a évidemment des contacts sans arrêt, faut-il le prouver encore aujourd'hui, avec nos amis français, les amis hollandais. Et c'est tout aussi facile et difficile
difficile que ce qu'on fait au niveau national, quoi. Ni plus ni moins. C'est la même chose, je vois pas de différence. Parfois une petite barrière de la langue, mais enfin nous autres Belges, on peut peut-être être aussi un lien là-dedans. Voilà. Moi je voudrais quelques instants profiter de ta gentillesse là, pour quand même insister là-dessus. Il faudrait pas que les 4 ans de Gilets jaunes n'aient servi à rien. C'est très intéressant. Moi j'ai l'impression qu'on vit maintenant l'acte 2. Donc on a fait je ne sais plus combien, 120 actes ou 253, je m'en fous. Et c'était finalement la même redite en chaque fois plus difficile du premier acte. J'ai l'impression que maintenant on arrive dans l'acte 2. Et donc il ne faut pas que l'acte 1 n'ait servi à rien. En gros c'était quoi? C'était un peuple fâché qui allait dans les rues et puis qui disait mais non, les choses ne vont pas. On leur a amené le corps policier en face dans sa grande biodiversité et en gros on s'en est pris plein la gueule. Et donc n'y a-t-il pas là un piège? C'est-à-dire que nos préventions sont politiques, on veut la démocratie et on nous amène du policier et on est détourné de ça et on est dans un rapport avec la police, qu'il soit bon ou mauvais. Mais on est détourné et en général il est mauvais. Donc même si maintenant ça travaille un peu différemment. Et donc est-ce que maintenant on va de nouveau faire des appels à manif et on sera 800 000 ou 200, peu importe, et on aura un corps policier en face de nous qui vont plus ou moins nous ramener au métro ou plus ou moins nous taper sur la gueule ou plus ou moins faire en sorte que les mois, les années, les siècles passent. Et donc il y a là un piège confortable. Pourquoi? Parce qu'évidemment on est tous chauds et quand le pouvoir politique commandite des policiers pour les mettre en travers de toi, évidemment ton réflexe humain c'est de prendre langue avec le policier. C'est un grand piège. La police ne nous concerne pas, ni positivement ni négativement, même si évidemment c'est chaud et tu as envie de bouger. Non, la prévention elle est politique, pas policière, mais le politique nous envoie toujours. Moi je vois jamais un ministre, hein, en 4 ans de Gilets jaunes, j'ai jamais vu un ministre, des flics j'en ai vu quelques-uns. Il y a là un grand piège, on doit passer au-dessus de ce piège. Et donc maintenant, attention, parce qu'on est de nouveau dans des dynamiques où on est dans les rues, sur les places, dans les boulevards, à jouer au chat et à la souris, ou bien à se prendre sur la gueule, ou bien grande victoire, on a réussi à jeter une canette sur un flic. C'est ça qu'on veut? Non, moi ce que je veux c'est la démocratie pour mes enfants, pour mes vieux et pour la terre entière. Donc attention, il y a un piège tactique là, ne le refaisons pas 2 fois. Donc moi ce que je propose, c'est là, c'est dans l'air du temps quoi. C'est maintenant, il faut aller au lieu de pouvoir. Mais pourquoi? Pour trucider tout le monde? Non, il n'y a pas marqué salopard ici. Au fait moi, ça va en décevoir certains, j'ai jamais cassé une vitre de ma vie, j'ai jamais mis le feu à une poubelle. C'est pas que je peux pas le faire, hein. J'ai 2 mains comme tout le monde, mais politiquement je vois pas le but quoi. Si en 4 ans j'ai brûlé quelques poubelles et puis que j'ai fait quelques gardes à vue, c'est quoi? Et quoi? Donc attention au piège. Maintenant il faut aller au lieu de pouvoir parce que c'est là qu'ils sont. Alors les lieux de pouvoir, on parle de... L'Élysée, pas les Bourbons, ce que tu veux, les médias, la banque, ce que tu veux. La banque, mais Rothschild, Vanguard. À l'essentiel, hein, à la cause. Et l'idée, encore une fois, hein, l'idée c'est pas on n'est pas une foule hirsute, le couteau entre les dents, qui allons tuer tout le monde. Hein. C'est pas que certains ne mériteraient pas de partir avec du goudron et du plume, c'est pas ça, mais nous on n'est pas comme ça, voilà. Cette foule est en réalité profondément bienveillante, intelligente. Il y a une intelligence collective et individuelle mêlée, magnifique, qui mérite mieux que se prendre un coup de matraque et faire de la garde à vue, voire des années de prison. Merci pour ce retour. Juste une petite question. Le mandat impératif et révocatoire pour contrôler les représentants politiques, où est-ce que c'en est en Belgique, la réflexion là-dessus? Alors, nulle part. Parce que le politique ne veut surtout pas qu'on arrive à ça. Et donc vous avez un homme très fort connu sur TikTok, qui est député, enfin qui est député fédéral belge, donc Raoul Edebo, hein, que beaucoup de Français like. Mais ce type est un gros traître à la nation, est un gros traître à la démocratie. Parce qu'il est là occupé de faire des esclandres sur la France, qui va passer la gouaille, quoi. Qui va faire passer sa retraite à 64 ans. Il faut savoir qu'en Belgique, on est à 67 ans. Donc, alors il fait le buzz parce qu'il râle sur la France, mais chez nous, il n'a pas réussi qu'elle reste à 62 ans, quoi. Et donc, ce type-là, c'est vraiment une pourriture. Alors maintenant, moi je suis gilet jaune et je suis aussi journaliste. Pas journaliste, je suis journaliste. Donc j'ai ma carte de presse internationale. Hein, je peux la montrer, hop, carte de presse internationale. Et donc la fois passée, on était en manifestation pour la paix et il était là, à grand renfort de tous ces petits drapeaux et compagnie. Et donc j'ai été le voir pour l'interviewer. Et bien il m'a refusé l'interview. Il a dit non, il ne faut pas m'embêter, je suis en manifestation. Et il faisait rien, il avait 5 gardes du corps autour de lui et il ne voulait pas répondre. Ah mais, et bon, j'ai été voir pour finir le député européen, qui était aussi du PTB, qui fait aussi des interventions à la Commission européenne, au Parlement européen. Et je lui ai posé quelques questions. Et ses seules réponses, c'est « Ah, je sais pas ». Pour la disparition de l'argent, il ne sait pas. Pour l'achat des armes, il ne sait pas. Il ne sait rien. Alors, justement, pour rebondir là-dessus,
Tu sais qu'il y a une escroquerie, même pas une escroquerie, le plus grand vol de tous les temps au niveau de la France, c'est les intérêts cumulés de la dette publique seule, versée depuis 1973, la fameuse loi Pompidou-Rothschild, aux prédateurs financiers. Et alors là, on est dehors pour 12 milliards, alors que les intérêts cumulés de la dette publique seule depuis 1973, on ne sait même pas combien, mais il y aurait des estimations, on serait aux alentours de 2300 milliards d'euros versés depuis 50 ans à ces prédateurs financiers. Et on s'étonne qu'il n'y ait plus de pognon pour les infirmières, il n'y ait plus de pognon pour les pompiers. Ouais, je t'en prie. Alors ça c'est vraiment mon dada dans la lutte. Et donc moi je vais dans tous les meetings politiques en tant que citoyen. Et donc je vais dans leurs meetings politiques. D'ailleurs c'est très intéressant d'y aller pour les écouter parce que leur discours est tout à fait différent de ce qui passe à la télé. Ça c'est déjà très, très significatif. Et alors tu t'es trompé. C'est pas 2300 milliards pour la France, c'est 3000 milliards d'intérêts qui ont été, parce que moi j'ai bien étudié l'affaire. Oh, t'as les sources? J'ai les sources, donc c'est 3000 milliards. Et pour la Belgique, on va pas chipoter pour 800 petits milliards, hein, ouais. Con, les gars. Et pour la Belgique, c'est 600 milliards, en sachant qu'on est quand même 18 fois moins nombreux, enfin non, pas 18 fois, 7 fois moins nombreux que... donc sur chaque Belge, mais de 0 à 100, à chaque personne de 0 à 100 ans, on a pris au travers des taxes et impôts 55 000 euros à chaque Belge pour payer les intérêts de la dette. En France, c'est 35 000 euros. Donc chaque Français, on a volé au travers taxes et impôts 35 000 euros qu'on a donné au Rothschild. Et donc, quand moi je vais dans les meetings politiques, après il y a toujours un jeu de questions-réponses et je demande aux politiciens qui sont sur place, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne qui intervient et qu'on revienne à notre Banque nationale? Attends, parce que notre Banque nationale, avant 73, prêtait à nos États... Ouais, 73, ouais, donc, avant 73, nos États empruntaient à leur banque nationale à un taux de 0,5%. Ce qui permettait de les frais de fonctionnement, les gens, prendre un petit peu au truc. Et on payait nos hôpitaux, nos routes, nos écoles, les enseignants, on payait tout avec ça. Et c'était circulaire, et donc on n'avait pas de dette. Et puis, en 73, avec Pompidou et d'autres, ils sont arrivés avec Pompidou, des lois. un ancien de la banque Rothschild quand même. Ouais, ils ont placé leurs hommes. Et donc ils ont fait des lois et des décrets pour que justement les banques nationales ne puissent plus prêter de l'argent aux États. Et qu'ils sont obligés de passer aux banques privées et on a emprunté jusqu'à 12%. Et ça, vous pouvez très bien... Au taux usuraire de 12%, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ici, si vous voulez voir la petite phrase qui confirme mes dires, vous allez vérifier, vous tapez article 123 du traité de Lisbonne, et là, cet article dit que les États n'ont plus le droit d'emprunter à leur banque nationale. Et alors, la cerise sur le gâteau, dans le conseil d'administration de la Banque nationale belge, qui on retrouve le numéro 1 de la FGTB du syndicat belge, Monsieur Boitson. La CGT belge, quoi. Ouais. Et il est dans le conseil d'administration, quoi. Et donc quand tu lui poses la question, mais moi je suis minoritaire donc je sais rien faire. Ouais, mais tu touches ton cachet, mec. Et tu le dénonces pas. Tu fais rien pour le dénoncer. Tu pourrais le dénoncer à toute la Belgique, quoi. Et on pourrait se retrouver tous devant la Banque nationale et dire nous. Donc il se fait complice. Bien sûr. Si tu dénonces pas le mensonge, tu es complice du mensonge. Tout à fait. Ça c'est un petit message à Matteux. Hein. C'est un des gars de la base au niveau de la CGT. Alors, attention quand même, parce que qui n'est pas arrivé à ça. Mais à ce stade-ci de la conversation, moi je veux rajouter en tant que gilet jaune que dénoncer, c'est aussi renforcer. C'est un peu paradoxal, mais quand on passe des vies entières, si tu lis Le Monde diplomatique pendant 30 ans, je te jure, tu vas avoir une belle tête, hein, et le petit café sera bon, tu seras bien alimenté de savoir. Et qu'est-ce que tu as fait contre? En fait, bizarrement, le fait de dire ce qu'on dit là peut aussi le renforcer en disant... en filigrane, c'est comme ça. Donc évidemment c'est dégueulasse, on a tous compris, mais c'est comme ça. Et ça veut dire que voilà ce que dit le pouvoir. Et donc bizarrement, paradoxalement, quand on dit ça, on a évidemment, nous c'est pour dire, mais on le dénonce pour évidemment lutter contre, mais dans l'état d'esprit collectif, dans l'inconscient collectif, il y a aussi, ah zut c'est comme ça, donc c'est la réalité, donc on l'a renforcé en la dénonçant. Il y a aussi ça. La résignation. Voilà, pas que, mais donc dénoncer appuie sur la résignation aussi. Donc attention à ça. Et c'est pour ça que je le dis en tant que gilet jaune, parce que nous, quelque part, on est peut-être hirsute, on est peut-être brouillon, mais ça, on a compris. Il n'est plus temps de dénoncer. Il n'est plus temps de dire c'est infâme, c'est dégueulasse, et je vais vous expliquer longuement pourquoi. Il n'est plus temps de ça. Il est temps maintenant de faire la révolution. Mais une révolution, pour une fois révolutionnaire. C'est-à-dire que la révolution, c'est quoi? C'est que le sang coule. Et quand le sang coule, mon ami Ferdinand,
c'est le tien et le mien qui coulent en premier. Ça ne m'intéresse pas, pour plein de raisons. Ça ne m'intéresse pas. Donc, là où ça devient intéressant, c'est de réussir une révolution structurelle. Parce que c'est ça, peu importe les mots. Une révolution structurelle. Le système, structurellement, doit changer. Et c'est ça qu'on doit révolutionner, pas réformer. Mais sans que le sang coule. Alors tout de suite, des gens vont dire « Ah, mais c'est pas possible. Ah bon, dans quelle constitution, dans quelle Bible, dans quel Coran, t'as vu que c'était pas possible ?» Tant que c'est pas fait, les gens croient que c'est impossible. Et puis l'histoire est pleine de ces choses qui, soi-disant, étaient impossibles. Donc on doit révolutionner, mais sans que le sang coule. En tout cas, c'est ça notre but. Nous sommes des gens bien. Nous sommes des gens bien. Donc attention à on est exaspérés, mais on est des gens bien. Alors, exactement. Le politique a le grand pouvoir d'avoir les médias avec lui, donc de raconter tout et n'importe quoi. Et donc le politique dit, mais vous ne savez pas décider. Donc, mais nous, le peuple, on sait faire des routes, on sait opérer à cœur ouvert, on sait faire des écoles, on sait enseigner à la population, on sait tout faire. On sait vraiment tout faire, mais on ne peut pas décider. On ne sait pas décider. Et eux, qui ne savent rien faire, décident pour nous. Alors là, franchement... non mais frérot, il n'y a pas de problème. Le premier est pas mal quoi. Mais, enfin, bon. Mais c'est comme l'autre là, indignez-vous. Comment il s'appelait l'autre là, le vieux là, indignez-vous. Indignez-vous. La fameuse phrase là, j'ai oublié son nom. Un vieux sage qui avait été diplomate toute sa vie. Moi, je te jure, ce indignez-vous, il m'est resté là. Hein. Qui tu es, toi? Pendant 50 ans, tu as participé à la bonne tenue du système. Et puis, en fin de vie, tu as un petit remords. Enfin, déjà, c'est bien. Et puis, tu dis, indignez-vous. Mais attends, l'heure est plus à l'indignation, l'heure est à la révolte. Et puis, indignez-vous, mais c'est bien soft. Comment ça, indignez-vous? Et d'abord, on t'a pas entendu pour avoir ce conseil. Et puis, de la part d'un diplomate qui, pendant 50 ans, a alimenté proactivement les affres du système, à 123 ans, commençait à dire, bon, les gars, il serait temps que vous vous indigniez. Franchement, le gars, il n'aurait pas fallu qu'il passe dans un cortège gilet jaune parce qu'il sortait à poil. Hein. Qu'est-ce qu'on disait dans la voiture? C'est des gens qui gagnent 10 000 euros, qui t'expliquent qu'il n'y a plus de pognon. Ouais. Voilà. Tout ça. Mais enfin, il faudrait pas. C'est parce qu'on est un petit peu chaud là, c'est normal. Mais revenons à l'essentiel. Maintenant, les amis, à Paris, parce qu'au fait, il faut rappeler ça. Le Fouquet's, on y était tous. Rappelons ça. Le café est cher. Rappelons ça. Oui, le café est très cher. D'ailleurs, on s'est plaint. Bon. Évidemment, c'était un jour de fête. Hein. On voyait Marianne, on voyait Gavroche, quoi. Et ça fait du bien de le voir autrement que dans les livres d'histoire, n'est-ce pas? Eh bien, ce jour-là, le McDo, le Nescafé, Célio, tout ça, c'était joli, mais quand même, il y avait un but d'enlever le champ aux Champs-Élysées et d'aller à l'Élysée. Et puis les gens disaient, ouais, mais c'est pas possible, là-bas, c'est plein de flics, machin. Détrompez-vous, les amis. Les flics, ils sont où on est. Si tu vas là, ils sont là. Si tu vas là, ils sont là. Si tu vas... Donc, pour en avoir le cœur honnête, ce jour-là, j'étais à l'Élysée. Eh bien non, les flics, ils étaient tous aux Champs-Élysées, et à l'Élysée, il y avait juste quelques clampins là, qui tiraient leur clope, façon de parler. Donc ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'endroit. Ils sont où nous sommes. Et donc, tant qu'à se faire péter la gueule, autant que ce soit un endroit qui en vaille la peine, plutôt qu'un endroit qui n'en vaut pas la peine. Ce sera la même chose. La même dynamique, ce sera à l'Élysée. Encore une fois, hein, si tu te pointes devant l'Élysée et qu'il y a une réponse policière dégueulasse, eh bien, il ne faut pas insister. Et tu recules de 100 mètres, et tu demandes aux flics, c'est bon ici? Non, il n'est pas content, ben 100 mètres plus loin. Là, ça va, il s'en fout, eh ben c'est là qu'on est. C'est là qu'on est. Et si on est 300 000, ben mon ami, c'est bien. Et on fait rien de mal. On asse l'Élysée. Quelle belle idée, n'est-ce pas? Quelle belle idée. Merci, citoyen belge. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'aurais rajouté deux choses. Un appel le 13 mai, et donc c'est un appel international francophone. Et donc le 13 mai, il y a une association française qui va demander d'aller sur toutes les places de villages d'Europe, en francophonie, pour faire un appel sur les gens qui ont des effets indésirables de ce qu'on a connu il n'y a pas très longtemps. Et donc on a une surmortalité en Europe qui est entre 8 et 15% selon les pays. On se demande pourquoi. Et donc on fait un appel sur tous ces morts et tous ces gens qui sont vraiment mal, et pour dénoncer ce qui se passe. Et alors aussi, vous pouvez nous rejoindre sur la page Gilets jaunes international. Et tous les dimanches soirs, on fait un live avec des gens de France, de Belgique, d'Allemagne. On va essayer d'avoir des Espagnols, des Italiens. Il y a un Grec aussi. Il y a un Grec aussi qui vient. Ouais. Et donc, ça commence. Hein, donc, il faut être indulgent. Gilets jaunes international, la page ou c'est un groupe? C'est une page Facebook. Ok, bah les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez sur cette page-là et puis suivez pour les lives et faire monter en intelligence collective les solutions d'organisation, de praxis, d'auto-organisation. On ne peut pas se reposer sur ces fumiers du système pour changer le système. C'est à nous de tout réinventer. Même si les mecs nous jouent du flutio, etc., on sait que derrière, c'est des négociations dans les arrière-salles.
comme éco-plat entre Ruffin et Macron, où ils négociaient Alors les partis, les hommes politiques, c'est pas qu'on est méchants, mais ça a fait son temps, quoi. On va vers autre chose, démocratie directe. Et les Gilets jaunes sont une émanation de cette pensée-là, quoi qu'on en dise. Force et honneur à Waouh et ce genre de choses. Vous avez plein de bises de tout le monde, d'Abdel, de Tony, d'Isabelle. Il y a même Isabelle. Voilà. À très bientôt en manif, les gars. Force et honneur. Salut les amis. Merci de votre temps, merci de votre engagement, merci pour tout et on lâche rien. Merci les amis, merci.